Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de vous voir aussi nombreuses aujourd'hui. Et nombreux aussi, parce que c'est rare de voir des hommes dans des événements organisés par des organismes ou des associations de femmes. Et donc, moi, je suis ravie de vous accueillir pour ce colloque. Je me présente rapidement. Je suis Gabriela Belaïd. Je travaille dans la cybersécurité depuis longtemps, mais je suis aussi présidente de Centrale Supélec au féminin et du Cercle Olympe de Gouges. Et en fait, je travaille sur les questions de numérique inclusif et également d'égalité femmes-hommes dans les métiers du numérique. Et aujourd'hui, en fait, la question de la cybersécurité, c'est se rappeler déjà que c'est pas une option, hein, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Et à l'heure où le clic est devenu un danger pour nous toutes, nous tous, pour les plus jeunes et pour toutes les générations, en fait, ce colloque a un avantage qui s'appelle sensibiliser, comprendre, agir. Mais surtout, on peut rajouter un quatrième mot qui est celui de protéger. Et donc, l'objectif de ces tables rondes de cet après-midi, c'est d'échanger ensemble sur ce point. Et le deuxième avantage de ce colloque, c'est parce qu'il va aborder un point important qui est la place des femmes dans la cybersécurité, dans le numérique. Parce que, et on peut dire, nous représentons un très faible effectif dans ce secteur-là. Et pourtant, nous sommes plus qu'indispensables. Et quand nous y sommes, nous apportons beaucoup de valeur ajoutée. Et je remercie Havas, et donc Monsieur Stéphane Fuchs, de nous accueillir ici. Et je remercie aussi Nassira Salvan qui a créé cette association et qui permet de mettre en lumière les profils et les femmes dans la cybersécurité. Donc merci à vous. Je vous invite à prendre la parole et de nous rejoindre déjà autour de la table. Alors c'est très timé, c'est moi qui vais être la dictatrice toute l'après-midi. Donc vous avez 10 minutes chacun. Merci, bonjour et bienvenue chez Havas. On est doublement content de vous recevoir ici. D'abord pour le sujet, vous l'avez souligné, et c'est un sujet qui est de plus en plus important et je dirais avec de plus en plus d'interactions pour nous qui ne sommes que des communicants et faiblement des ingénieurs, parce que dans les cybermenaces, les contre-informations, les fake news, la désinformation, les attaques informationnelles prennent de plus en plus de place, celles conduites par les États, mais pas seulement, parce qu'on est rentré dans un monde dans lequel, à partir du moment où on dirait que la violence est devenue légitime, en tout cas dans l'expression, on est dans un monde dans lequel on ne fait pas toujours aujourd'hui la différence entre ce qui est une scène critique, voire une dérision, et ce qui est une attaque, une diffamation, voire un enjeu réputationnel ou de business pour les entreprises. Et c'est un sujet de préoccupation pour nous parce que vous voyez bien comment est-ce que dans notre métier, on doit à la fois comprendre ce qui se passe et donc disposer de la manière la plus précise possible d'un radar qui nous permet de faire la différence entre une attaque et une crise. Je cite toujours moi l'exemple de l'intervention qu'on a faite pendant un an avant, enfin un peu moins d'un an avant les JO, sur la crise des punaises de lit. Et on a été appelé par un client groupe hôtelier, on a regardé le sujet des punaises de lit, et je dirais presque par chance, c'est un sujet qui était déjà arrivé au journal de 20h de TF1 et de France 2, et donc on s'est dit que puisque de toute façon ça brûlait, on pouvait prendre le temps de regarder qu'est-ce qui était à l'origine de cette crise, puisqu'on ne trouvait pas le fait générateur. Au fond, avec l'impression que les punaises de lit, il y en avait toujours eu, pas certain qu'il y en ait eu plus ou moins qu'avant, et donc d'essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup il y avait une éruption médiatique qui faisait que la crise des punaises de lit impactait le secteur du tourisme, et évidemment l'image de Paris avant les Jeux Olympiques. Et en travaillant avec les services de la République, avec l'aide de Vigenum notamment, on a très vite compris en quelques heures qu'en fait on n'était pas face à une crise, mais face à une attaque. Et juste parce que vous n'êtes pas de ce métier, mais regardez la différence de gestion entre les deux. Si c'est une crise, je réponds par qu'est-ce que je fais contre les punaises de lit? Quel est mon plan d'action contre les punaises de lit? Comment je mobilise, comment je nettoie, comment j'assure, etc. Si on avait fait ça, on y serait probablement encore. Et si c'est une attaque, il y a une gestion qui était différente, qui était de faire comprendre aux médias qu'en réalité, s'ils continuaient à parler du sujet des punaises de lit, il se faisait complice d'une attaque informationnelle étrangère.
Et à ce moment-là, la crise des punaises de lit a disparu des médias aussi vite qu'elle était arrivée. Vous voyez bien que pour nous, l'enjeu, c'est qu'on ne traite pas de la même manière en communication une crise et une attaque. Une crise nécessite une réponse, nécessite une remédiation, une attaque peut être traitée différemment. Et au-delà de ça, on s'aperçoit que vous tirez le fil du raisonnement, on a nous des enjeux réputationnels, on pourrait dire de contre-influence numérique, qui sont de plus en plus importants dans la gestion de l'influence ou de la réputation de nos clients. Vous voyez ce qui peut se passer dans le domaine de la communication financière, vous voyez le nombre de fausses informations qui peuvent circuler, sur des sites de plus en plus spécialisés et puis qui changent très vite. Comment est-ce que Reddit, par exemple, était un site très important à une époque sur les sujets de communication financière, et puis ça passe à quelque chose. Et donc, pour nous, comprendre, analyser, c'est évidemment la première étape nécessaire pour pouvoir répondre et réagir. Et si on peut en plus protéger, donc le lien avec ce que vous faites est là encore évident, eh bien on est plus fort, plus efficient et plus efficace pour nos clients. Puis il y a une deuxième raison pour laquelle on est content de vous recevoir, c'est parce que le combat, d'une manière générale, pour les femmes dans la société, et spécialement dans des métiers qui étaient perçus comme des métiers d'hommes, à la fois les métiers d'ingénieurs et les métiers de la sécurité, et c'est un combat qu'on a toujours soutenu, hein. On a été à vos côtés depuis très longtemps. Au fond, c'est la traduction d'un vieux partenariat entre vous et nous, parce que il y a au fond pas de plafond de verre à accepter. Il y a au contraire la nécessité de promouvoir, y compris sur ces questions, ce que la réflexion des femmes, le talent des femmes, le travail des femmes peut apporter, est évidemment clé et déterminant. Et faire casser toutes ces idées reçues, aider à casser toutes ces idées reçues, aider à changer les mentalités dans la société, c'est aussi évidemment, nous, une de nos vocations. Donc voilà, ça faisait 2 bonnes raisons de vous recevoir. Et puis il y en avait une troisième, c'est que à la fin, on a développé une relation d'amitié, je crois qu'on peut le dire, parce que forcément, c'est pas que rationnel, c'est aussi affectif de développer un lien, de vous assister comme ça dans la durée, dans le combat, de savoir en même temps quand vous êtes tellement engagé que vous pouvez être parfois pénible, mais que c'est le prix à payer pour être performant, et que vous devez continuer à être pénible pour secouer les consciences et faire avancer les travaux de notre société sur ces sujets. Donc bravo à vous, merci d'être là, profitez de notre bel outil de travail qui d'habitude sert surtout aux collaborateurs, à la formation interne et aux opérations qu'on peut faire, parce que dans nos métiers, pour les femmes mais aussi pour les hommes, la formation et la place de l'humain est évidemment ce qu'il y a de plus cher. Vous êtes dans une entreprise dans laquelle le seul actif qui ait de la valeur, c'est pas le mobilier qu'il y a ici, c'est les femmes et les hommes qui composent Havas, parce qu'au fond c'est la seule chose que je vends, c'est le talent des femmes et des hommes qui composent l'entreprise. Donc bienvenue, merci, et je te cède la parole avec plaisir, et encore une fois bravo pour ce que vous faites et pour votre travail. Bon, je ne suis pas brillante comme toi, Stéphane, pour parler sans... donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour ce colloque du CEF6 dans le cadre du Cybermois. Mais avant tout, vous étiez déjà arrivé de manquer de mots pour exprimer une gratitude. Noureddine, help, il est où Noureddine? Bon. Et c'est parti. Donc c'est mon cas aujourd'hui, en ce moment, Stéphane. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent savent que j'ai de l'émotion à vendre. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements pour nous avoir ouvert les portes de Havas dans ce lieu magnifique. Je n'oublierai jamais tes précieux conseils, tes encouragements, ton soutien, ton engagement et la mobilisation de ton équipe avec nous au CEF6, notamment Noureddine et Victor. Et grâce au précieux accompagnement de Havas depuis des années, le CEF6 connaît aujourd'hui une croissance vertigineuse. Nous avons ainsi pu concrétiser un projet de société pour une noble cause qui me tenait particulièrement à cœur. Votre engagement à nos côtés représente aussi une marque de confiance
très précieuse pour moi et un encouragement, comme tu le disais à l'instant, pour poursuivre notre mission avec détermination. Et donc votre contribution a été déterminante dans la réussite de notre association et je suis profondément reconnaissante. Merci. Je remercie les intervenants cet après-midi. Je remercie l'équipe du CEF6 de bénévoles en charge de l'organisation. Je remercie notre partenaire Conscio Technologies. Merci pour le don et pour la générosité qui nous permet d'organiser ce type d'événement. Et merci à tous les présents, que ce soit en présentiel, soit sur le compte, sur la chaîne YouTube du CEF6, parce que l'événement est diffusé en live sur la chaîne YouTube du CEF6. Avant d'introduire le baromètre du cybermalveillance, en réalité, c'est Laurent Verdier qui devait présenter ce baromètre, le directeur sensibilisation chez Cybermalveillance, qui m'a confié cette tâche. Donc, je le remercie pour sa confiance et je vous présenterai le baromètre tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais revenir, pour ceux qui ne connaissent pas le CEF6, très très rapidement en 2 mots. Le CEF6, créé en 2016, compte aujourd'hui plus de 650 adhérents et adhérentes, parce qu'on est ouvert aussi aux jeunes, des hommes comme des femmes. Au moins 35 partenaires, 2 publications de livres. Le premier, je ne porte pas suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité. Et c'est un guide, en fait, celui-là c'est un guide pour les métiers de la cyber, les formations et toutes les opportunités. Et il reprend plusieurs statistiques et des chiffres de l'OPIEC, si vous connaissez l'OPIEC. Donc j'ai participé avec Hervé Schauer, qui est ici aussi en tant que bénévole, à cette étude. Il y a pas mal de chiffres intéressants. Le second livre, c'est Je suis une femme et je travaille dans la cybersécurité, avec des portraits de 65 femmes, 65 cyberwomen en Europe et au-delà. Et le chiffre 65 correspond notamment l'année dernière, quand j'ai publié le livre, au 58e anniversaire de la loi du 13 juillet 1965, portant réforme sur les régimes matrimoniaux et ouvrant les grandes portes à l'indépendance financière des femmes. Donc nous, les femmes, on pouvait, depuis 65, on peut avoir un compte bancaire et une carte bancaire. Auparavant, ce n'est pas possible. Donc d'où le chiffre 65. Le CEF6, c'est aussi une série d'actions et 4 objectifs principaux. Le premier, c'est la valorisation, la professionnalisation des compétences des femmes dans la cyber, un secteur aux nombreux enjeux et qui manque de main-d'œuvre, qui manque cruellement de main-d'œuvre. Donc ces premières actions à travers des groupes de travail, des publications newsletters, des rapports, mais surtout à travers un processus complet d'accompagnement des femmes, mais aussi des jeunes. En commençant par un programme de mentorat individuel ou groupé, un vaste choix de formation de nos partenaires, certifiantes souvent. On organise des salons de recrutement aussi pour essayer de trouver des places aussi bien pour les jeunes en tant que dans le cadre de stage ou dans le cadre de recherche de job. Souvent aussi, on a beaucoup de femmes qui cherchent du travail via Pôle emploi ou autres. Le dernier qu'on avait organisé, c'était le 8 mars dernier, et on a eu quelque chose comme 600 inscrits et une trentaine d'entreprises partenaires. Le deuxième objectif, c'est la mise en lumière des femmes à travers notamment l'organisation des trophées de la femme cyber. La 6e édition aura lieu cette année et Bruno est là, président de cette année des trophées, et le gala de remise des trophées aura lieu le 8 décembre dans la merveilleuse salle Gaveau. Ensuite, on a aussi un autre axe, la sensibilisation des entreprises, des partenaires éducatifs, des recruteurs à l'importance de la parité homme-femme. Encore une fois, la cyber n'est pas un métier pour les hackers, n'est pas un métier pour les hommes, mais c'est un métier qui a besoin de toutes les forces, femmes ou hommes. Enfin, la dernière action, c'est la sensibilisation du grand public à l'usage sécurisé du numérique. Et c'est une action qui me tient à cœur,
parce que depuis plus de 15 ans, j'interviens dans le cadre de la sensibilisation dans les écoles, déjà en commençant par les écoles où étaient scolarisés mes enfants, mais de façon globale, le CEF6 s'inscrit parmi les premiers, on va dire les premiers organismes partenaires du cybermalveillance, quand à l'époque le cybermois était encore géré par l'ANSSI. Donc là en fait, cette 10e édition du baromètre nous donne 2 chiffres intéressants, nous donne 2 conclusions intéressantes. La première conclusion, vous allez voir dans les chiffres, la maturité cyber des Français. On est vers une meilleure connaissance des menaces et des pratiques. Donc de manière globale, en 2005, met en évidence une bonne connaissance des pratiques cyber, soit 58% des répondants considèrent être suffisamment informés des risques liés à l'utilisation d'Internet. En termes d'usage, les Français affichent également une meilleure compréhension des enjeux avec des gestes élémentaires de cybersécurité qui semblent s'affirmer. Donc 55% déclarent utiliser les mots de passe complexes et uniques pour chaque service. Et 68% déclarent aussi faire des vérifications avant un achat en ligne. Ça, c'est le premier point positif de cette étude. Le second point, malheureusement, n'est pas si positif que ça. C'est la jeunesse qui reste surexposée et vulnérable face aux cybermenaces. Et c'est pour ça que la première table ronde va traiter de ce sujet. Donc ainsi, l'étude en fait révèle un constat marquant entre les compétences numériques des jeunes entre 18 et 34 ans et leur réelle exposition au risque. C'est la nouvelle génération, la génération numérique. Les usages de cette population ultra connectée en font également des cibles idéales qui semblent réagir différemment face aux malveillances. Moindre recours aux institutions, davantage d'autoprise en charge, voire d'inaction. Donc les chiffres montrent quand même 29% d'entre eux ont ainsi reçu un appel de faux conseillers bancaires, donc 4 fois plus que les 55-75, et ont été victimes d'un piratage de compte 20%, contre 7% pour les 55-75 ans. Alors pour ça que le sujet de cette première table ronde va revenir sur ce sujet. Je vais exposer un peu les chiffres de cette étude. 58% des Français estiment être suffisamment informés sur les risques liés à l'utilisation d'Internet. Alors c'est un bon chiffre par rapport à l'année dernière, c'est la seconde étude. 33% considèrent en fait leur niveau de connaissance comme bon ou très bon. Je rappelle que l'étude a été faite sur un panel de 2000 répondants. Sur ces chiffres-là, pareil aussi intéressant de voir que la connaissance en termes techniques, en termes de spam, virus, ransomware, phishing, piratage, ransomware, smishing c'est par les mots de passe et phishing c'est le QR code, c'est piratage par QR code. Donc on voit quand même en 2025 qu'il y a une nette progression dans la connaissance de ces menaces et c'est très bien en fait le mois européen de la sensibilisation à la cybersécurité sert justement à informer le plus de monde, le maximum de monde, d'où ces chiffres assez intéressants. Le chiffre suivant, de bons réflexes qui s'installent. Et ça, c'est un très bon chiffre aussi. 68% des Français déclarent faire systématiquement des vérifications avant un achat en ligne. Il y a 55% qui affirment utiliser des mots de passe complexes et uniques. Après, on peut avoir des outils qui permettent de faire les coffres-forts des mots de passe tels que KeePass ou autre chose qui peuvent aider. Et il y a 52% qui déclarent faire régulièrement des mises à jour de leur appareil, leur application. Les sources d'information, les Français déclarent se renseigner sur les menaces et les réflexes à prendre sur Internet. Il y a 39% qui déclarent se retourner vers les services publics officiels. 2024, ils étaient 36%. Sur les 36%, s'informent auprès de leur entourage, 34%. Regarde la télé.
merci. On a quand même des chiffres intéressants là-dessus. La menace est toujours présente. C'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on est hyper bien informé, hyper bien sensibilisé que la menace disparaît. Les Français, 60% des Français ont été confrontés à de l'hameçonnage au cours des 12 derniers mois. 30% ont été confrontés à une violation de leurs données personnelles et 15% à de faux conseillers bancaires. 6% ont été exposés au cyberharcèlement. Je pense que l'année prochaine, le baromètre l'année prochaine, on va peut-être doubler les chiffres parce que là, ça continue. Les jeunes sont plus ciblés. Et il faut savoir que les jeunes, comme on voit les chiffres ici par rapport aux 55-75, ils sont quand même assez bien ciblés. Il faut dire aussi qu'ils sont tout le temps connectés. Donc c'est ce qui est peut-être assez normal. Et aussi, un autre chiffre qui me semble intéressant, les réactions encore. 54% des personnes dont la carte a été utilisée à leur insu ont engagé une action. En fait, on part du principe que quand on prend une carte bancaire, on prend l'assurance avec. Donc, c'est pas la peine d'appeler le banquier parce qu'on a été piraté, mais probablement on va demander à être remboursé du montant piraté. 24% ayant fait un virement sur le compte d'un escroc ont déposé plainte. 24%, ça reste très très faible quand même. Il faut vraiment savoir le faire. 17% des victimes de faux conseillers bancaires ont engagé une action. Uniquement 17%. Et pareil, 10% des victimes de faux conseillers bancaires ont porté plainte. C'est des chiffres quand même qui restent assez bas par rapport à la menace qui sont sans cesse croissante. Les réactions différentes selon l'âge. On va pareil aussi, on alerte leur banque. Ils sont 34% les 55-75 ans. On engage une action auprès de l'établissement bancaire. Ils sont 74 entre 55 et 75 ans. Et puis, n'ont rien fait, 18% de jeunes. Et puis on arrive sur un autre chiffre, des préjudices faibles, mais des conséquences non négligeables. Les conséquences, 64% des Français déclarent n'avoir subi aucun préjudice. Alors, on va voir aussi la séparation entre les chiffres pour les jeunes et les chiffres pour les moins jeunes. Et 23% déclarent avoir subi un impact émotionnel. C'est vrai qu'on a l'impact émotionnel, c'est le premier impact qu'on ressent. Après, il y a l'impact financier, la charge mentale aussi, ça arrive par la suite. Et là, c'est encore des chiffres remontés par cybermalveillance. Et 13% des victimes d'attaques déclarent une perte financière et 6% des usurpations d'identité. Et à mon avis, avec toutes les cyberattaques qu'il y a eu cette année et l'exfiltration des données, aussi bien chez Pôle emploi que ailleurs aussi, en Afrique, Bouygues, tous ces groupes-là, probablement ces chiffres l'année prochaine vont beaucoup changer. Ensuite, des jeunes plus anxieux et moins préparés. D'où les chiffres n'ont subi aucun préjudice. On voit bien 74% les 55-75, 51% pour les jeunes, déclarent avoir subi un impact émotionnel, 34% des jeunes, une perte financière, usurpation d'identité, on reste à des chiffres, 27%. Comment je reviens en arrière? Oui, ça a été trop vite là. Ouais, voilà. Donc, justement, je finis avec ce slide-là sur les jeunes. Et justement, j'invite merci Nassira. Gabriella à démarrer la table ronde qui a pour sujet justement comment bien sensibiliser les jeunes. Aujourd'hui, ils sont ciblés et ne savent pas se défendre. Merci beaucoup.